Et là, le problème, c'est que tu as des closers qui sortent de, allez, 8 semaines, si c'est bien, de formation avec un roleplay par semaine sur une offre claquée et qui vont te dire, alors moi, par contre, moi, je veux un infopreneur du coup, qui génère au moins 50 000 euros par mois et puis qui soit, du coup, qui va à marketing, qui soit qualifié. Parce qu'attention, moi, je veux pas des leads pourris. Hein. Et puis ensuite, je veux qu'il y ait ça, je veux qu'il y ait ci. Et attends, frère, t'as combien vraiment d'expérience que t'as combien d'expérience Juste, attends, fais tes preuves, quoi, tu vois. Hyper content de t'accueillir sur l'épisode d'aujourd'hui, Julien. Tu me ramènes un petit peu de soleil de Bordeaux. Ça me fait du bien. Avec plaisir, avec plaisir. C'est moi qui suis content de me retrouver ici avec toi. Ouais, je suis hyper content de faire ces épisodes-là. En plus, sur des sujets, bon, on aura différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui, mais il y en a un en particulier sur lequel tu es un des meilleurs en France. Tu me diras si c'est vrai ou pas, mais un des meilleurs en francophonie, c'est l'aspect vente. L'aspect team vente, c'est des trucs qui moi me passionnent également. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir parler de business et également de vente avec toi Yes. aujourd'hui. Donc merci d'être là. Je te présente très très rapidement pour les personnes qui écoutent et qui peut-être ne te connaîtraient pas. Aujourd'hui, tu as fondé une boîte c'est une agence qui forme et qui accompagne des entreprises dans la structuration sales de leur business. Donc grosso modo, si je dois un peu résumer, tu me diras si on est bien d'accord là-dessus, mais c'est de former en fait des closers, des vendeurs, des conseillers, peu importe comment on les appelle, et d'aider les boîtes à les recruter et surtout à les former et les manager sur le long Ouais, terme. c'est ça, c'est ça. C'est ça. L'agence du coup s'appelle The Sales Nation et donc comme tu l'as dit, on est vraiment spécialisé sur la partie sales. Les gens sont adeptes ou en tout cas assez éveillés sur les agences marketing, peu sur les agences du coup de croissance sales. Donc ce que je fais, c'est je structure, je recrute et je coach des équipes de vente. Donc il y a différents profils, peut-être qu'on en parlera au cours de l'entretien. Avec moi, du coup, j'aimerais bien qu'on parle de sales et pas de closer. Ouais. Du coup, J'ai même corrigé tout de suite. T'as vu, ouais, j'ai je te dit remercie. conseiller, vendeur. Je te remercie. Et donc du coup, il y a vraiment cet aspect structuration qui est vraiment un game changer pour un business sur la partie scaling et qui me passionne. Donc voilà, globalement, ce qu'on fait, c'est de la croissance et de la performance commerciale. Génial. Euh, Ça fait combien de temps que personnellement tu fais ça? Et si on doit peut-être rembobiner un petit peu, parce que je serais vraiment curieux de comprendre, même si je connais dans les grandes lignes ton parcours et ton histoire, mais comment t'en es arrivé là et c'est quoi les étapes du coup avant cette agence? Alors moi, du coup, je suis dans la vente depuis 2011. Donc alors moi j'ai fait un bac, je vais commencer par là, j'ai fait un bac STG. Donc le bac STG, c'est le truc tu sais où tu avais les gonzes qui allaient au City Park pour taper le ballon pendant que les autres du coup révisaient leurs cours et qui se faisaient un peu insulter de cassos. Et du coup c'était vraiment j'étais dans cette promo là. Voilà, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vraiment le côté, je vais vite sur le terrain, en fait, gagner mon argent. Et en fait, j'ai été éduqué comme ça. C'est si tu veux quelque chose, tu vas le chercher toi-même. Et en gros, je remercie du coup ma famille pour ça, de m'avoir vraiment mis dans cette culture. Quand tu veux quelque chose, tu vas te le chercher toi-même. Et pour moi, le bac STG, c'était le moyen le plus rapide d'avoir à la fois des compétences concrètes pour aller sur le terrain et à la fois gagner de l'argent rapidement. Donc du coup, j'ai fait le bac STG. Donc c'était déjà option marketing et vente en gros. Et ensuite, j'ai fait un BTS pardon, NRC. Et donc dans le BTS NRC, négociation, relation client. Donc là vraiment focus vente. Et en fait, ce que je kiffais, donc les gens te disent ouais, c'était commercial, t'es pas commercial. Moi, je dirais jamais. J'étais l'ancien timide qui est devenu sales, très bon sales. Tu vois. Donc moi, j'ai toujours été le gars qui aimait se mettre un peu en avant, faire des blagues de beauf et être bien quand j'étais avec d'autres personnes. Donc la vente, naturellement, tu vois, c'était quand même assez prédestiné. Et donc du coup là-dessus, j'ai aussi fait quelque chose qui a été un peu, je pense, décisif dans ma performance commerciale aujourd'hui, c'est que j'étais coach en séduction en même temps du coup que je faisais mon bac, mon BTS NRC. Et en fait, je fais beaucoup de liens entre la séduction et la vente. Et d'ailleurs, j'ai une série qui s'appelle Vente et séduction qui fait les parallèles entre la vente et la séduction. Donc voilà. Donc du coup, BTS NRC, je suis pris en CDI dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance. Et donc, j'enchaîne 8 ans de commercial, formateur commercial, responsable d'agence, et ensuite, du coup, commercial et formateur un peu double casquette. Euh, à la suite de ça, donc je décide de partir à mon compte parce que du coup, tu plafonnes quand tu es salarié, et donc je veux vraiment aller chercher des revenus qui étaient plus importants. Je me lance à mon compte, je me lance en tant que courtier, donc indépendant.
Là, le job, c'était vraiment de développer tout de A à Z, donc ton portefeuille client, tes apporteurs d'affaires, tes clients, etc. Si je fais 6 mois ça, et puis ensuite, je vois vraiment que ce qui me tord le bide, c'est des réunions entre dirigeants et la manière dont ils parlent de leur boîte. Et je dis, mais c'est pas possible de vendre sa boîte comme ça. Et je dis, j'ai peut-être un truc à faire. Et donc, je me lance, c'est là où je me lance en fait dans l'entrepreneuriat en tant que coach, et j'accompagne en fait les entrepreneurs à la base sur vraiment la partie vente et mindset. Mindset alias cassage de croyances limitantes pour aller vraiment aider les gens à passer à l'action. Donc voilà. Et ensuite, moi, je partage. J'ai toujours fait beaucoup de création de contenu, parce que j'adore ça, partager. Et en fait, j'ai des closers, pour le coup, qui viennent me voir à cette période-là, et des CEO. Donc les closers viennent me voir en me disant, Jus, est-ce que tu peux pas m'aider en fait à mieux vendre, mieux closer? Et les CEO qui me disent, Jus, j'ai des chèvres en closing, est-ce que tu peux pas me filer un coup de main? Donc c'est là où en fait je commence vraiment à découvrir un peu ce milieu du closing dans l'infoprenariat. Je me spécialise là-dedans parce que le closing a beaucoup de défauts, mais il a aussi quand même quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'approche qu'il a vis-à-vis de la vente, et de mettre vraiment une dynamique particulière. Donc je fais mes premiers coachings, mes premiers accompagnements avec ces deux personas-là. Ensuite vient quelque chose qui est plutôt cool, c'est j'allais dire je close, mais bon, je collabore avec David Laroche. Donc d'abord sur la partie closer, et ensuite du coup head of sales. Donc j'ai été chez David pendant 2 ans. Et donc là-dessus, j'ai fait donc closer, head of sales, et ensuite j'ai été team lead sur des équipes qu'on appelle SDR. Donc, SDR, c'est un peu les setters dans l'infoprenariat. Attends, j'attends juste 2 minutes que peut-être les gens derrière passent. Juste au niveau, le mot setter, est-ce que tu peux juste le définir peut-être pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Parce que je Ouais. sais qu'il y a plein de personnes qui peuvent ne pas comprendre ce que c'est le rôle de setter. Du coup, moi, je pense que là, sur le podcast, je ferai beaucoup de parallèles entre les sales en version startup et les sales en version infopreneur. Donc, les setters, en fait, c'est des personnes qui sont, pour moi, des chasseurs. Donc, c'est eux qui vont aller te booker des rendez-vous en allant travailler une base de données qui peut être existante. Par exemple, tout simple, mais vous faites un webinaire, vous avez 150 inscrits. Il y en a, par exemple, 100 qui sont arrivés sur le webinaire. Les 50 autres, on ne sait pas où ils sont. Les setters vont aller contacter ces 50 personnes qui manquent pour essayer d'aller booker du rendez-vous ou essayer d'aller chercher des ventes. Et donc du coup, je m'occupais de cette partie-là, donc c'est-à-dire le recrutement, la stratégie et forcément du coup la partie performance. Chez David, j'ai pu voir aussi qu'est-ce que c'était de structurer commercialement une startup qui fait plusieurs millions par an, très 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 enrichissant. Et donc en parallèle, ce que j'apprenais aussi chez David, ça me permettait de monter en compétence sur mes clients que j'avais aussi de l'autre côté, sur l'infoprenariat, qui étaient juste des CEO, qui faisaient beaucoup moins de chiffre d'affaires et qui avaient d'autres enjeux de structuration. Je me suis pris de jeu sur cette partie-là de structuration et de coaching d'équipe, ce qui fait que j'ai accompagné plusieurs startups plusieurs business dans l'infoprenariat, avec du coup des gros changements où tu vois, tu avais quasiment plus de 100, 110, 150% de plus. Bon, après, le chiffre est bien, mais toi derrière, après, ça passait par exemple de 35 à 85 000 euros par mois, des business qui dépassaient les 200 000 alors qu'avant ça plafonnait à 80. Donc ça, c'est des beaux résultats. Je suis très content de ça. Et ensuite, en 2022, j'ai une académie de closer, donc de formation au métier de closer que j'ai développée avec 4 promotions. Où en fait, à chaque fois, c'était des promotions plutôt petites. Moi, j'étais à l'inverse de mes concurrents où du coup, il y avait du gros volume. Donc, moi, j'ai préféré faire du petit volume pour avoir vraiment à la fois le côté livraison qui allait être assuré sur la partie coaching, et à la fois le côté placement. Donc je fais ça pendant on va dire 8 mois, et ensuite je décide de faire un pivot, de laisser tomber cette approche-là. On en parlera peut-être un peu plus tard. Pourquoi? Et pour vraiment me focaliser sur l'accompagnement de business et de start-up sur la partie justement structuration et montée en compétence des équipes sales en interne. Génial. Et alors, je vais juste reprendre une petite portion de ton histoire qui m'intéresse grave, et surtout, j'ai pas mal de trucs que j'aimerais savoir par rapport à ça. Donc, tu as parlé de ton expérience chez David Laroche en tant que, du coup, closer. Alors, j'utilise le mot Ouais. parce que tu l'as utilisé, donc je me permets de le reprendre, mais en gros, en tant que vendeur pour David Laroche, ou conseiller pour David Laroche. Euh, Dans quelle mesure tu penses que ça t'a aidé à grandir beaucoup plus vite? Et est-ce que cette preuve sociale d'avoir travaillé pour David Laroche, est-ce que ça aide aussi derrière dans un second temps? Euh, pour la dernière question, c'est peut-être plus rapide. Oui, ça aide parce que
ben c'est quand même un beau nom à rajouter. Et puis bah, quand tu es sur un business comme ça, tu ne travailles pas avec quelqu'un entre guillemets à l'arrache, donc c'est quand même que tu as des compétences. Et je pense que ce qui acte quand même le plus, c'est que tu passes de closer à head of sales. Donc du coup, il y a quand même certaines compétences, tu vois, qui sont quand même là. Donc oui, ça aide. Après, pas plus que ça, parce que l'objectif c'est pas non plus de mettre que ça en avant. Ouais. Donc ça c'est important. Et après, dans le deuxième point, en quoi ça permet de monter en compétence quand tu travailles dans un business qui fait plus de 5 millions par an, t'as pas les mêmes enjeux au niveau de l'approche sales à avoir qu'un business qui fait même pas encore 100K par mois. Donc en tant que closer, ça te demande des ressources et une approche qui est différente. Euh, alors l'avantage, c'est que ton marketing, il est quand même bien béton. Tes leads, ils sont quand même Bien béton aussi. plutôt quali. Donc le travail commercial en soi est déjà plus agréable et pas le même. Là où ça devient plus intéressant, ça a été surtout sur la partie head of sales, où c'est là où vraiment j'ai gapé sur l'approche et les compétences, parce que là par contre ça va très très vite quoi. Là t'es vraiment sur du scaling qui va très fort, donc ça te demande une approche de ta structuration commerciale qui est vraiment différente. Et en gros, c'est comme si tu avais tout le temps eu l'habitude de rouler un peu, je sais pas, à 110. D'un coup, on te met sur un circuit où en fait, il faut que tu roules à 200. Et après, quand tu reviens sur ton circuit où tu roules à 110, bah en fait, du coup, toi, c'est genre, c'est facile entre guillemets. Ouais. Volontairement, je te pose cette question-là parce que je trouve qu'il y a un vrai intérêt à bosser avec ou pour des gens qui sont bien en avance, notamment peut-être au début de sa carrière, tu vois. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans des business en ligne, etc., et qui veulent tout de suite que ça cartonne direct, sans rien apprendre en amont, tu vois, en pensant que c'est simple, que ça va décoller d'un coup, etc. Alors qu'ils oublient, c'est qu'avant ça, il faut quand même apprendre. Et si on apprenait nous-mêmes tout seul dans nos business, ben, ça peut nous prendre plusieurs mois, plusieurs années. Alors que des fois, on peut juste utiliser un raccourci, c'est d'aller travailler avec quelqu'un qui est déjà en avance sur nous, peut-être en gagnant peut-être peu d'argent pendant un moment, voire pas du tout pour certains, tu vois, mais juste apprendre. Et je pense que ça accélère beaucoup les choses derrière. Personnellement, je l'ai jamais fait, mais je pense sincèrement que si je devais redémarrer demain, je prendrais quelqu'un qui m'inspire de ouf, qui a déjà les résultats que je veux avoir, j'irais bosser pour lui gratos, pour comprendre, pour voir, pour expérimenter, pour comprendre le mindset de l'entrepreneur, comment il fait, etc., pour revenir après et aller beaucoup plus vite. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est son ego. Et que il y a rien de pire que de vouloir, je pense. En fait, c'est paradoxal parce que tu te lances en entrepreneuriat. Bon, moi, la plupart que j'ai, c'est je veux impacter le monde. Bon, très bien, ok. Et après, derrière, c'est cette croyance-là qui va t'empêcher justement de faire ce qu'il faut parce que tu te rends compte que putain, il te manque tellement de trucs. C'est tellement la jungle. Le entrepreneuriat, c'est tellement la jungle qu'en fait, il faut que tu sois béton. Mais en fait, tu peux pas être béton si t'as jamais eu le truc, tu vois. Donc, je suis complètement aligné avec moi j'appelle ça la modélisation. La modélisation, c'est peut-être autre chose, tu vois, mais de se dire, vas-y, comment il fait? Et ensuite, est-ce que moi je peux dupliquer? Et si ensuite je peux dupliquer, comment je rajoute ma sauce derrière, tu vois? Et après, il y a ce truc où les gens dans l'entrepreneuriat essayent de réinventer la roue. Putain, mais ça, je pense qu'en fait, c'est le conseil qu'on te donne au tout début et que tu veux pas prendre, mais en fait, qui est tellement vrai. Ne réinvente pas la roue, en fait. Prends déjà un truc qui marche et ensuite tu l'adaptes. C'est marrant que tu parles de ça. Hier, je pensais à un truc. J'écoutais un podcast, je sais plus lequel j'écoutais. Et bon, le gars parlait de ça. Hein, c'est ça, modélisation, reprendre ce qui marche et adapter ou faire mieux. Nanana, enfin, tu connais la musique. Et c'est vrai que tout le monde refuse de prendre ce conseil-là, alors que c'est juste un conseil de base. Et moi, je me rappelle au tout début, quand je cherchais un business, mais il y a longtemps, hein, je te parle de ça, il y a 8, 9 ans en arrière, j'étais toujours en train de me dire, mais en fait, j'entendais toujours ce truc, il faut trouver l'idée. Et en fait, dans ma tête, l'idée, elle avait comme connotation un truc qui n'existe pas, que je vais devoir trouver parce que ça n'existe pas sur le marché, tu vois. Genre, idée, pour moi, c'est un truc de génie. Alors qu'en fait, pas du tout. Une idée, c'est prendre un truc qui fonctionne déjà et le faire à sa sauce, ou le faire mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, Ouais, c'est je vrai que vois. pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que j'allais chercher une idée révolutionnaire, alors qu'en vrai, je suis déjà pas capable. Clairement, je suis pas capable d'aller inventer un truc. J'ai pas du tout le raisonnement et je suis pas du tout suffisamment. Enfin, j'exagère là-dedans, mais je suis pas smart. Par contre, où je suis plus smart, c'est de prendre des trucs qui fonctionnent déjà et de faire mieux, quoi. Très bien. Ça, c'est très bien. Mais je me rappelle très bien de vouloir tout réinventer au début avec cette notion de idée, trouver l'idée, tu vois. Mais parce que du coup, quand tu es entrepreneur, il y a quand même un truc où tu veux être, le pire, c'est les coachs, quand même. Tu veux être l'élu, quoi. Tu veux être unique. Et
pire croyance limitante en fait, parce que du coup tu vas perdre du temps à vouloir trouver, attends, vas-y, tu sais que genre comme dans les mèmes là où le gonze il a plein de calculs et tout, et du coup il essaie de se rendre compte que ouais il peut faire un truc de ouf, et après il va se mettre en AVC parce qu'en fait son concurrent il allait plus vite que lui pour itérer, implémenter un truc sur le marché, tu vois. Donc je pense que vraiment c'est Kevin Dufresne qui le disait dans un podcast, Kevin Dufresne que j'aime beaucoup, je sais pas si tu connais, Je ne connais pas du tout. il est expert sur la partie gros hacking. Et donc, du coup, son job, c'est de hacker, en gros, les systèmes pour aller créer de la vitesse et de la traction assez rapidement. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que la réussite d'un business, c'est la réussite d'un entrepreneur à aller chercher rapidement de l'attraction et des résultats. Et pour ça, pour moi, c'est le premier qui arrive à faire son go-to-market le plus vite possible. Bien sûr. Parce que celui qui va faire son go-to-market le plus vite possible, il va récupérer des feedbacks termes, mais genre 15 fois plus vite que le mec qui va se torturer l'esprit à essayer de vouloir, comme tu disais, inventer le nouveau truc du siècle, quoi. Ouais, on en a combien hein, qui procrastinent activement à dire je lancerai plus tard, c'est pas encore prêt, ces trucs, moi personnellement, moi du coup moi j'accompagne mes coachs dans le développement de leur activité, mais combien j'ai de personnes qui au bout de 3 4 mois sont toujours en train de se dire bah attends j'attends un petit peu avant de lancer parce que là ça va être la rentrée de septembre, il y aura plus de monde, parce que là les fêtes arrivent, c'est pas encore le bon moment, et au final généralement c'est des gens qui lancent jamais. Et 8 mois après, 1 an après, ils ont toujours le truc qui fait que, bah voilà, ça tarde, quoi. Ouais. Et juste pour reprendre ton mot tout à l'heure, tu parlais de go-to-market. En gros, ça veut dire tester le plus rapidement son offre sur le marché, en fait. Hein. C'est-à-dire confronter son offre au marché et aux personnes susceptibles de l'acheter, parce que sans ça, en fait, il se passe rien. Le go-to-market qui est très classique dans l'infoprenariat, c'est de dire je lance une formation de ouf et la formation bah elle est pas faite, tu vois, mais du coup ils vont vendre la formation avant de la faire. Et du coup il y en a beaucoup qui vont critiquer ça, mais pour moi c'est la meilleure approche parce qu'en fait pourquoi tu irais te casser le derrière à faire 40 heures de formation pour des gens qui vont pas l'acheter. Donc autant vendre le truc, limite en pré-lancement si tu veux le faire bien. Mais pour moi la loi du marché c'est celle qui a raison en fait. Donc tu peux pas être plus malin, plus fort que la loi du marché. Déjà, et puis aussi, il y a un autre truc qui reprend juste ce qu'on disait avant, c'est que plutôt que vouloir réinventer une toute nouvelle offre qui n'existe pas, la tester, voir si le marché répond, peut-être il faut aussi prendre une offre qui fonctionne déjà sur le marché et l'adapter à soi, et il y a peut-être plus de chances que ça marche aussi. Ouais, complètement. Mais même, enfin, ça, c'est la même chose que pour la création de contenu, tu vois. Genre, c'est, je pense que c'est rare maintenant le contenu qui peut être entre guillemets différent. En plus avec l'IA là qui va arriver et du coup la facilité à aller choper des posts, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver. Si tu n'arrives pas à mettre ton levier différenciant dans ton business, ta création de contenu, tes formations, tout ce que tu veux, ta livraison, pour moi, tu vas pas durer, quoi. Du coup, peut-être qu'on va aller sur les sales. Du coup, on va peut-être continuer sur ce sujet-là. On en parlait un petit peu avant d'enregistrer l'épisode. On parlait de création de contenu. Euh, Avant peut-être de partager moi mon point de vue dessus, c'est quoi ton point de vue toi par rapport à la création de contenu cette année et dans les années à venir quand on a un business en ligne ou qu'on est un infopreneur, etc. Du coup, je vais bon, quand même faire un petit lien avec le sales. Pour moi, donc, et du coup, on en parlait aussi avant, la création de contenu, en fait, elle est obligatoire. Si tu fais pas de création de contenu, du coup, tu tires une balle dans le pied. Parce que pourquoi? Si tu mets tout sur ton marketing, tu vas flinguer tes coûts d'acquisition, ta dépense budgétaire et en gros tes ressources. Alors que, ben, tu peux créer de l'attraction en parallèle ou du coup aujourd'hui sans utiliser de marketing. C'est pour ça que le gros hacking et que les sales sont de plus en plus des gros hackers pour aller chercher de l'attraction sans dépenser le moindre euro. Ben, pourquoi j'ai basculé sur LinkedIn? Le la manière de faire du commerce sur LinkedIn, mais elle est incroyable. Tous les outils que tu peux faire pour aller scraper des bases, mais genre tu peux récupérer 700 leads en 45 secondes. C'est incroyable. Alors que du coup, sur des plateformes comme Facebook, Insta, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, les réseaux sociaux pour moi sont hyper importants et notamment pour une image, pour développer ton image de marque de ta boîte sur le marché. Pourquoi? Parce que tu as la stratégie Avenger qui est pour moi très très forte. C'est quoi? C'est en fait, bah, tu as le CEO en général qui prend la parole et qui se montre sur les réseaux. Sauf que derrière, en fait, quand tu as ta team qui prend tes couleurs, qui poste et qui du coup t'aide en fait, tu vois, à véhiculer une bonne image et du coup à générer des leads par-ci, par-là, par etc. Tu as une vraie team d'Avengers en fait qui duplique, enfin qui démultiplie tes résultats en termes de visibilité, en termes d'acquisition, en termes de traction, etc. Donc c'est pas en fait comment je fais pour éviter de faire la création de contenu, c'est comment tu fais pour intégrer ta création de contenu
dans ta partie sales, quoi. Donc obligatoire pour moi, parce qu'en plus là, la nouvelle, pour moi, le nouveau pouvoir, c'est l'influence que tu vas pouvoir avoir. T'as même des politiques qui l'ont compris et qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui font appel à des influenceurs et plus tu tardes en fait à développer ta propre audience et ta propre communauté, plus ça va être compliqué parce que putain ça va tellement vite quoi. Ouais. Et tu parlais de l'aspect sales, mais en fait, moi, je remarque quelque chose. Donc, moi, ça fait 1 an que je me suis mis à la création de contenu. J'en faisais quasiment pas avant. Moi, je me rends compte aussi un truc, c'est que ça facilite tout dans le business. Du marketing aux ventes, parce que les ventes sont beaucoup plus faciles une fois que tu as créé du contenu en amont, puis que les gens l'ont regardé et que tu deviens le gars incontournable pour résoudre leurs problèmes. Et puis également, ça aide également les clients. Tes clients actuels qui regardent tes contenus, ça les aide encore plus que ce que tu leur apportes déjà. Ça aide ta team aussi, parce que ça fait de la formation en continu pour tes équipes. Enfin, il y a vraiment que des atouts à le faire, en fait. Bah, ça s'appelle la persuasion. Donc il y a un livre qui a été écrit par Cialdini. Cialdini, c'est l'auteur de Influence et Manipulation, là les 6 trucs que tout le monde connaît. En fait, il a réécrit un autre livre qui s'appelle Persuasion et en fait qui met juste des mots sur bah, en gros le fait d'avoir toute une on va dire un tunnel d'endoctrinement et d'éducation facilite, comme tu l'as dit, tellement ton marketing. En fait, le lead va arriver en call limite déjà chaud. Donc c'est ce qui permet pour moi de transformer des leads froids en pré-warm ou au moins bien chauffés et donc faciliter le travail de tes sales. Un marketing du coup c'est pour moi c'est la vitrine et ensuite le sales lui c'est celui qui va encaisser le cash à l'intérieur. Plus ta vitrine elle est pourrave, plus ton sales il va devoir sortir les rames pour aller chercher du cash quoi. C'est quand on échange avec d'autres entrepreneurs sur Internet, il y a un truc, et en fait, moi-même, il y a un petit moment, j'avais ces pensées-là, et je disais ces trucs-là, c'est qu'en fait, je disais toujours, mes leads, ils sont pas assez qualifiés, ça casse les couilles, ou mes conseillers, donc moi j'appelle conseillers chez nous, c'est pas des closers, c'est des conseillers clients, ils closent pas suffisamment bien, ils sont pas suffisamment forts en vente, etc. Et ce que j'ai compris moi personnellement, et je suis curieux d'avoir ton point de vue aussi là-dessus, c'est que en fait j'ai compris c'est que c'est pas au prospect d'être chaud et qualifié, ni au conseiller d'être extrêmement bon, c'est à nous de fabriquer, donc nous en tant qu'entrepreneurs, de mettre en place une stratégie qui nous permet d'avoir et de qualifier nous-mêmes les leads pour qu'ils soient les plus chauds possibles, et également de fournir des leads les plus qualifiés, et surtout entre guillemets, la meilleure formation possible, le meilleur management aussi pour nos closers. Je ne sais pas si tu m'as suivi sur le schéma, mais en fait de fournir et de créer des prospects qualifiés et pas attendre qu'ils se qualifient tout seuls. Et également de faire en sorte que nos conseillers reçoivent les leads les plus qualifiés pour que derrière ils continuent à être motivés de faire les ventes et que ça facilite leur travail, parce que moi je suis là pour faciliter les ventes des vendeurs et qu'ils soient le plus heureux possible parce qu'ils génèrent du cash. Il y a vraiment ce truc-là où du coup, t'as une bataille entre le marketing qui te dit putain, mais nos sales, c'est des chèvres, ils convertissent pas les leads qu'on leur envoie, et les sales qui du coup se mettent en mode victime. Ouais, mais du coup, vous nous envoyez des leads qui sont vraiment, qui sont pas bons. Et donc ça s'appelle l'alignement, l'alignement du coup, donc le marketing, l'alignement entre le sales et le marketing, qui est trop sous-coté dans certaines industries, notamment la nôtre, qui est l'infoprenariat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des personnes qui bombardent tellement sur le marketing et qui ont eu tellement de résultats avec le marketing qu'ils comprennent pas en fait que du coup, il faut changer l'approche. Et donc, c'est un travail qui est global entre guillemets des deux côtés. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de données factuelles sur qu'est-ce qu'un lead quali et qu'est-ce qu'un lead pas quali. Du coup, c'est pour ça qu'on qualifie de deux manières. Tu as le lead qui est MQL, donc Marketing Qualified Lead, qui est qualifié selon le marketing, et le lead qui est SQL, donc qui est Sales Qualified Lead. Donc en gros, dans ton tunnel, et donc quand toi, tu es dirigeant, entre guillemets, et que tu as cette chaîne-là qui passe, en fait, tu as d'abord un lead qui va être étudié, est-ce qu'il est MQL, et ensuite, est-ce qu'il est SQL. L'exemple classique, tout con. Ton lead, il remplit ton calendrier, et il te dit, bah, j'ai vu le webinaire, je veux me lancer dans un mois, et je peux investir une somme à 4 chiffres, par exemple. Bah là, comme ça, factuellement, oui, il est MQL, il est qualifié sur ton marketing. Le mec, il coche toutes les cases. Sauf qu'en fait, quand il va arriver sur le call, bah en fait, il va te dire, non, j'ai pas regardé toute la masterclass. En fait, j'ai mis le budget du coup parce qu'en fait, je voulais vous avoir en call. Et après, il va te sortir un autre truc comme quoi, en fait, tu vois, c'était pas ce qu'il a marqué. Et là, ensuite, tu as ton lead qui est plus qualifié parce qu'en fait, ton SQL a disqualifié le MQL. Et donc, c'est là où en fait, tu as des écarts. Et c'est là où en fait, par exemple, les personnes qui vont étudier typiquement les agences marketing, elles vont te dire, bah, en fait, nous, on comprend pas, on a envoyé 150 candidatures, elles sont quali, et en fait, vos closers, ils les closent pas, donc ils sont nuls. Ben non, parce qu'en fait, il faut que tu regardes sur le terrain. Et quand j'accompagne
les business, je me rends compte qu'en fait, il y a tellement pas de data driven sur la partie sales que derrière, en fait, ça cafouille complètement, quoi. Et donc, Ouais. tu te bases sur un émotionnel marketing qui est pas bon et qui te fait prendre des mauvaises décisions. Et donc, tu vas avoir des gens qui vont bombarder encore et encore sur le marketing en se disant c'est nos sales qui sont nuls, mais on sait pas pourquoi, juste en fait on a envoyé 150 candidatures et bah ça convertit pas. Oui, mais en fait est-ce que tu sais derrière pourquoi ça convertit pas et c'est quoi la norme, c'est quoi la ref, etc. Donc vraiment de faire le distinguo entre c'est de la faute au marketing, enfin quand est-ce que le marketing entre en ligne de compte et où est-ce qu'en fait le travail du sales rentre en jeu. Parce que derrière si tu donnes juste que des passes D, que des leads chauds, très chauds à tes sales, bon entre guillemets, tu peux les enlever. C'est juste derrière, c'est même plus du sales, tu vois, c'est limite de la compte management et je m'occupe juste de faire l'onboarding du client. Ça doit pas être trop compliqué non plus parce qu'en effet, bah là c'est que c'est pas le bon marketing pour moi qui a envoyé le bon lead. Et derrière, en fait, il faut quand même que ton sales, il ait aussi du travail à faire, quoi. C'est quoi le travail du sales du coup? Parce que du coup, on a une recrudescence de closers qui arrivent sur le marché, qui sortent de formations ou de pseudo-formations d'un peu partout, qui veulent révolutionner le monde parce qu'ils sont les meilleurs, les plus forts, etc. En tout cas, c'est mon point de vue et je serais assez content de pouvoir le partager après. Mais et du coup, on se retrouve avec des gens qui arrivent et sur toutes les personnes qui vont écouter ça, qui cherchent des closers, etc. Je pense que ça va parler à beaucoup. On se retrouve à essayer de travailler avec des gens qui sont là pour closer pour nous, qui nous vendent monts et merveilles, des taux de transformation records, etc. Et au final, on se retrouve avec des gens qui, dès qu'ils arrivent, déjà, on se rend compte qu'en fait, on a fait une mauvaise pioche, que derrière, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de lead qualifié. C'est quoi le rôle d'un closer? Parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que tout le monde pense que le rôle de closer est. Je sens qu'il y a une petite charge quand même sur le. Oui. Alors, j'ai de la chance, c'est qu'aujourd'hui, j'ai compris quand même pas mal de choses sur la vente. Je suis moi-même un passionné de vente aussi. Et j'ai aussi compris beaucoup de choses sur le management de la team sales, etc. Et je le maîtrise, je commence à le maîtriser correctement. Je suis pas encore excellent, mais je commence à bien le maîtriser. Mais je me rappelle il y a quelques années en arrière, il y a 2, 3 ans, le métier de closer arrivait seulement. On avait les premiers gars qui arrivaient sur le marché. Je suis closer certifié, nanana. Et en fait, moi, j'ai toujours, ça s'est toujours concrétisé, quasiment toujours concrétisé par des échecs. Et en fait, je pense surtout qu'on ne comprend pas, même quand on est closer, le rôle d'un closer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en parlais ce matin à un client que j'accompagne sur sa montée en compétences. Alors, il était closer et donc du coup là, aujourd'hui, il passe head of sales. Et je lui dis, putain mec, je lui dis, t'as tellement de chance que je me plains beaucoup, mais la chance que t'as, c'est que ton CEO, il soit tellement nul sur la partie sales que du coup, il voit pas tout ce que tu devrais faire encore. Donc, prends cette chance-là. En fait, déjà, je vais remettre juste le truc carré. La responsabilité, déjà, elle est au recruteur. T'as fait une erreur de recrutement, t'as pris mauvais closer. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais même pas toi quoi demander et attendre de ton closer. Déjà, ça, c'est avant de critiquer, ouais, on a que des chers. Non, déjà, en fait, quand je vois, parce que du coup, j'ai eu des closers qui m'ont fait un peu les taupes, tu vois, genre ils sont allés en entretien de recrutement, et je leur dis enregistre. Donc ils enregistrent les entretiens. Quand je vois comment ils sont déroulés les entretiens de recrutement, mais c'est catastrophique. Et je dis mais évidemment que derrière, en fait, ça, c'est déçu. Quand tu vois comment le recrutement il est fait, c'est un vrai travail déjà de repérer un bon talent ou en tout cas de lui donner envie, tu vois. Donc déjà, il y a une erreur du côté des dirigeants de pas savoir recruter. C'est une première chose. Euh, Ensuite, pour moi, c'est pour ça que je t'avais dit au début, je suis content que que t'aies parlé de commercial, de vendeur, etc. Moi, je parle de sales parce que pour moi, le closer d'il y a 2 ans là, qui a été popularisé par peut-être certains, en mode j'attends des calls. Oh là là, ça c'est catastrophique pour l'image du métier et pour un business. Et ça nous a fait venir. Alors nous, on a fait que disqualifier ces gens-là sur quand la période où je formais des closers qui venaient indépendance financière, je travaillais en faire des compléments de revenus. Complément de revenus égale disqualification chez nous. C'est terminé. C'est le boulot de sales, c'est tellement prenant entre guillemets que c'est pas juste prendre un calendrier. C'est ton sales pour moi, il est censé déjà remplir un CRM, donc être ok avec bah ouais c'est chiant, c'est lourd, c'est fastidieux, mais c'est ton taf. Donc de remplir le CRM. Ensuite, il doit aussi avoir pour moi une vision quand même un peu double sur à la fois aider le marketing. Loan, aujourd'hui, j'ai eu 5 calls et sur les 5 calls, en fait, il y en a 5 qui m'ont dit que c'était trop cher parce que blablabla. Et en gros, il va t'aider à te dire, là, tu m'attires des leads qui sont pas qualifiés. Donc, il est censé être support sur le marketing. Ensuite, pour moi, et d'ailleurs, donc, pareil, nous, on a vraiment acté ça. Si tu n'es pas à l'aise avec la prospection, tu viens pas chez nous. Call, setting, c'est ton taf.
Du coup, arrêtons de vouloir créer des pôles setting, des pôles Y, des pôles closer, des autres pôles Z, etc. Non, prends un sales. Ton sales, il est bon, il fait l'un et l'autre. Et ensuite, étoffe ton équipe. Je pense que ça fait un gain d'énergie pour le CEO qui a pas 45 équipes, mais qui a des talents qui sont au bon endroit et qui vont t'aider, tu vois, à faire les passes D. Et ensuite, de recruter au bon moment. Ça, là, je sais pas pourquoi, mais sur les 2 dernières semaines, j'ai que de ça. Les gonzes qui veulent faire des webinaires, je vais recruter des équipes de vente, mais qui ont jamais vendu, et qui vont te dire, par contre, moi, je veux que ça close. Mais gros, t'as jamais closé. Qu'est-ce que tu veux, comment tu peux attendre, tu vois? Et donc, du coup, ça veut dire que il y a des standards sur la partie sales qui sont fantasmés, qui sont pas réalistes. Et donc, du coup, on se retrouve vraiment à avoir des victimes par l'un, par les closers, qui comprennent pas pourquoi ils sont, excuse-moi du terme, chier dessus, parce que tout leur tombe dessus et eux, on leur a vendu l'indépendance, la liberté. Ils se retrouvent à devoir faire 10 heures par jour de sales, ils ont pas compris. Et derrière des CEO qui ont des attentes, mais qui sont juste parce que mon copain entrepreneur, il a dit que lui, la taux de conversion, c'était bien, c'était ça. Ton business d'abord. Regarde ton business, regarde tes leads, et ensuite, du coup, fais ton référentiel, tu vois. Et ça, c'est pas assez fait. Ouais, c'est moi j'en avais, si tu veux, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'en fait aujourd'hui je vois tellement de personnes. Quand je suis frustré, au final, la réalité c'est que je suis même pas frustré pour moi sur cette partie closer, mais je vois tellement de personnes qui se font niquer, qui perdent des sommes astronomiques dans des closers, dans des budgets marketing. Parce que quand t'as un mec qui close pas, qui vend pas et qui te passe 30 appels et qui te dit à la fin ouais c'est tes leads qui sont pas qualifiés, alors que toi chaque appel il te coûte 100 euros, t'as envie de te dire mon gars tu te fous de ma gueule et tu penses que moi je suis entre guillemets ta pute et que en fait je te ramène des appels et toi tu as juste à prendre le téléphone et juste faire ton blé comme ça. Non, c'est pas du tout ça un rôle de closer. Et je pense que malheureusement pour eux, j'ai rien contre les closers, c'est juste ce qu'on leur a vendu en fait. Et on leur a vendu un métier qui n'existe pas en fait, de juste Ouais, prendre des appels et juste closer. Ça n'existe malheureusement pas. ou alors Ce qui a fallu, il a existé, mais il n'existe plus. C'est terminé. il a existé 6 mois s'il a existé. Et je pense même pas que c'est le cas, tu vois, où ça a peut-être existé chez certains infopreneurs, peut-être Ouais. les plus connus, avec les marketing les plus rodés, où tu arrives à closer sur un call, sur des produits moyens de gamme, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Et pour moi, le rôle du closer, il démarre. Par exemple, je prends le mot closer parce que comme ça, au moins, on arrive à Ouais, dire ouais. tout le monde, vendeur, allez, on va dire vendeur, sales, pardon, on va prendre sales. Il démarre à la fin du premier appel pour moi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe une fois que moi, je t'ai donné un call et qu'est-ce qui se passe une fois que tu as fini ton premier appel, tu vois, et que tu n'as pas forcément vendu. Ouais, ça peut même démarrer avant, en fait. Est-ce que tu as bien fait ton travail de pré-qualif? Est-ce que tu as envoyé un message, par exemple, pour juste assurer que le rendez-vous il était bon? Est-ce que tu as envoyé de la doc? Est-ce que tu vois, enfin, ça part même avant. Donc, ouais, non, complètement aligné avec ça. Mais bon, ça c'est propre à à l'infoprenariat où je pense que du coup ça se voit beaucoup aussi aux États-Unis. Là, tu as peut-être aussi plus de vision que moi sur ça. Alors que par contre en startup, tu vois, tu as une autre entre guillemets culture. Par exemple, la culture, c'est en fait avant d'être account exécutif, c'est le closer en startup. En fait, tu passes par SDR. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tu dois te taper dans le dur, donc tu dois faire du cold call, tu dois faire du call messaging, tu dois faire du social warm, enfin du social selling, avant du coup de mériter ta place entre guillemets au show où du coup tu prends les passes D qu'on t'envoie quoi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une différence entre les deux. Alors, je n'ai pas la vision startup. C'est vraiment un univers que je connais encore très mal. Mais ce que je pense, mon point de vue, c'est que dans une startup, tu peux avoir des gens qui peuvent accepter ce type de poste, notamment de 7 heures au début, etc. Peut-être parce qu'ils ont aussi des rémunérations fixes qui sont là. Je me dis, dans l'infopreneuriat, on est plus sur des modèles généralement qui sont à la commission ou avec un ratio entre les deux, entre fixe, commission, qui sont un peu moins sécures, on va dire, pour le setter. Et du coup, est-ce que c'est vraiment applicable pour ces business infopreneuriat à l'instant où on parle? Je sais pas. Dans tous les cas, pour moi, ce qu'il faut accepter, c'est l'ADN sales. L'ADN sales, c'est je marche à la perf. Voilà. Pour moi, le commercial de base, en fait, il s'éclate parce qu'en fait, il va chercher des coms qui sont bons. Toi, genre, on vante un peu les trucs les revenus des closers, genre en mode ouais, c'est une mytho, machin. Mais en fait, tu regardes un vendeur de cas par cas, ils se font des coms, mais du tonnerre, tu vois. Ce matin, j'étais avec un ami qui a une boîte dans le bâtiment et dans les rénovations énergétiques. Ses vendeurs, ils tournent à 10 000. Parce que bah, c'est normal. Parce que c'est la norme, tu vois. Le métier de commercial a toujours été réputé pour sa partie REM. Alors avec tout ce que ça va derrière, avec bon les dérives que les commerciaux font pour entre guillemets avoir des coms, mais ça a toujours été un métier qui payait bien. Donc pour moi, on n'invente rien. Par contre, les closers sont pauvres.
parce qu'en fait, on leur a vendu, entre guillemets, comme tu l'as dit, du rêve, et que derrière aussi, c'est plus compliqué d'aller se faire de vrais rêves parce que il y a vraiment une autre dimension à avoir que juste je prends du calendrier, quoi. Clairement. Et puis après, il faut trouver également le bon business, le bon infopreneur, le bon modèle de REM aussi, parce qu'il y en a qui font nimp. Il y a beaucoup de variables en fait quand tu es closer pour pouvoir en vivre. Et honnêtement, je pense que c'est très difficile quand je vois le nombre de personnes qui arrivent sur le marché en se disant je suis closer. Ceux qui t'envoient des petits DM sur Instagram, Ouais. en plus, ils le font très mal. Je me dis, franchement, il y a du déchet de ouf, quoi. Et parce qu'ils sont pas accompagnés, tu le sens, en fait, tu le vois. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors après, je pense qu'il y a, du coup, et c'est pas, enfin, c'est compliqué, mais en fait, il y a de plus en plus de méfiance et de résistance du côté CEO, parce que, bah, tu vois, enfin là, ce discours-là, moi, je l'entends tous les jours. Donc c'est dommage, mais parce que du coup, bon, bah, t'as des acteurs du marché sur la formation de closing qui ont flingué le truc aussi, donc bon, Moi, attention, hein, je suis pas contre du tout, hein. Mon discours, il est pas ça. C'est que je suis contre ceux qui se prétendent être de bons formateurs pour des closers, alors que déjà, ils ont même pas d'expérience dans le closing eux-mêmes, déjà. Et en plus de ça, qui derrière envoient sur le marché des gens avec des rêves qui sont complètement faux et une réalité qui est complètement déformée et qui flinguent ces gens-là parce que c'est leur responsabilité quand même, tu vois. ouais. Et tu les flingues d'entrée. Par contre, il y a des excellents closers. Et moi, aujourd'hui, j'ai une équipe du tonnerre, par exemple, avec qui ça se passe super bien. Mais il y a des choses à comprendre et tu le sais très bien toi-même, parce que c'est ce que tu fais au quotidien. Il y a 3 étapes à maîtriser quand on est entrepreneur ou qu'on délègue cette partie-là. C'est le recrutement, l'onboarding de tes closers et ensuite comment tu les entraînes au Tu les quotidien manages. et chaque semaine et comment tu les manages au quotidien pour, en un, faire en sorte qu'ils soient toujours à la page et en deux, qu'ils soient motivés pour continuer à collaborer avec toi. Et après, du coup, de l'autre côté, côté closer, je crois que c'est ta première phrase ou une de tes premières phrases là quand on a démarré le podcast. C'est en gros commence entre guillemets pour te faire la main et ensuite et des exigences. Et là, le problème, c'est que tu as des closers qui sortent de, allez, 8 semaines, si c'est bien, de formation avec un roleplay par semaine sur une offre claquée et qui vont te dire, alors moi par contre, moi je veux un infopreneur, du coup, qui génère au moins 50 000 euros par mois et puis qui soit, du coup, qui met un marketing qui soit qualifié. Parce qu'attention, moi je veux pas des leads pourris. Hein. Et puis ensuite, je veux qu'il y ait ça, puis je veux qu'il y ait ci. Et attends frère, t'as combien vraiment d'expérience que t'as combien d'expérience Juste attends, fais tes preuves quoi, tu vois. Donc, Ouais. je comprends qu'en fait les gens, en fait, ils arrivent dans ce métier tellement avec la volonté d'être indépendant financièrement et du coup, attends, je me suis pas fait piner une formation de closing de 3 000 € pour du coup, bah, pas gagner mon argent derrière. Qu'en fait, il y a tellement de friction, tu vois, à avoir un truc quali qu'au final, en fait, eh ben, personne prend ce qu'il faut prendre. Je pense que à l'inverse, un closer maintenant, donc un sales, il doit maîtriser la partie gros hacking, donc être capable d'aller être force de proposition sur comment je peux aider mon infopreneur à aller chercher du lead. Donc ça veut dire c'est des gens qui vont pas faire beaucoup de chiffre d'affaires au début, mais par contre derrière tu vas avoir une croissance qui va être quand même plus importante. Donc la partie grosse, la partie prospection et donc setting ou ce qu'on veut, cold call, call messaging, et forcément la partie closing. Donc ça veut dire fonctionner encore plus à la perf. Je suis closer. Salut Lohan, je suis closer. Et du coup, bah, je débute. Ce que je te propose, c'est fonctionner que à la perf. Et voilà ce que j'aimerais t'apporter. Est-ce que c'est OK ou pas? Et juste, en fait, tu prouves au win-win-win. Et ça, cette mentalité win-win, moi, je l'applique à la fois dans ma vente, mais du coup, dans tout ce que je peux faire aujourd'hui. C'est avant. Enfin, entre guillemets, si tu veux obtenir de l'autre quelque chose, aussi, fais un effort de ton côté. Et arrive pas en mode, moi, je suis comme ça, je suis fermé, l'autre qui va arriver, je suis comme ça, je suis fermé, et du coup, on n'avance pas, tu vois. Et puis, il faut aussi comprendre un truc, c'est que, tu vois, là, tu dis, je fonctionne qu'à la com. Mais tu vois, moi, par exemple, avec ma vue de CIO, tu vois, pour moi, OK, t'es que à la com. Donc, on pourrait croire que parce qu'il est à la com, l'infopreneur prend zéro risque. C'est faux. Parce que chaque appel qu'on a, Bah oui, t'as dépensé de l'argent. c'est de l'argent. Tu vois, donc en fait, moi, c'est ce que j'explique. Et c'est pour ça que je suis très content de l'équipe qu'on a, c'est qu'ils comprennent le business déjà de manière générale. Mais nous, chaque appel qu'on prend nous a coûté en moyenne 100 euros. Ça veut dire que quand quelqu'un décroche son téléphone, on a dépensé 100 euros. Donc en fait, il me coûte déjà 100 balles. Alors j'exagère, des fois on est à 60, des fois on monte un peu plus, ça dépend. Mais il y a un risque quand même pour l'infopreneur, c'est pas zéro risque de faire venir quelqu'un. Bon après voilà, toi-même tu sais, il faut déjà accepter le fait que les 30 premiers calls ce sera pas ouf, mais on mise sur le long terme avec nos closers. C'est aussi pour ça qu'il faut savoir recruter, il faut avoir les codes, il faut comprendre, il faut savoir vendre nous-mêmes et puis aussi faire un onboarding qui fait que la personne est compétente le plus rapidement possible et sait vendre son offre le plus rapidement possible. Je pense que tu es d'accord avec ça aussi. En startup, enfin en startup en tout cas sur la partie plutôt B2B, tu as un délai de tolérance pour tes sales de 3 mois.
Donc, moi, par contre, je pense qu'il y a un peu trop d'exigences sur la partie, il faut que mon closer il performe vite, parce qu'en général, on attend que les closers performent vite, mais derrière, l'onboarding, il est ici, tu vois, Ouais, version ouais. Wish. Donc, OK. Euh, et donc, en fait, accepter qu'il faut au moins 3 mois juste à un closer déjà pour performer, je pense que déjà, ça permettrait à des infopreneurs d'être plus vigilants sur qui ils recrutent. En disant, attends, base-toi plutôt sur 3 mois de contre-performance. Déjà, en fait, tu vas être un peu plus attentif justement à qui tu vas prendre, à qui tu vas donner tes leads. Et ensuite, bah, l'onboarding est très important. Et donc, c'est pour ça que là, par exemple, aujourd'hui, nous, on a du beau boulot quand on accompagne des boîtes. C'est justement sur la partie recrutement et onboarding pour faciliter un peu la création d'une académie de vente en interne, pour faire en sorte que quelqu'un qui connaît pas du tout ton business puisse vraiment comprendre le plus rapidement possible le discours, l'offre, les codes qu'il y a autour de ton truc, les concurrents, tout ce qui fait que en fait, tu vas avoir un discours qui soit performant. Donc pour ça, là, je donne 2 outils que moi j'aime beaucoup. Aircall, qui permet d'enregistrer les calls, et Mojo. Mojo qui permet d'analyser en fait les conversations et de créer des bibliothèques de conversations qui vont très vite en fait et qui sont directement données à tes sales, ce qui fait que toi, en tant que head of sales par exemple ou CEO si t'as pas de head, en gros, t'as pas de temps à perdre sur tiens viens, je passe 1 heure et demie avec toi pour te pitcher. Tu le mets sur la bibliothèque de call, tout est à écouter, étude de cas, et derrière en fait il assimile plus rapidement le discours, ce qui fait que il a un discours et donc une approche qui est plus rapidement duplicable et applicable sur le terrain. Ouais, hyper intéressant. Je connaissais pas du tout Mojo, comme tu Ouais, dis. c'est pépite. Ah ouais, bah écoute, merci beaucoup et je pense qu'on va aller jeter un coup d'œil là-dessus parce que c'est vrai on n'a pas cette bibliothèque et ça peut vraiment aider. Euh, je reviens juste sur un truc. Tu connais du coup, je suppose, Alex Hormozy. Oui. Je suis un grand fan et sur cette notion des 90 jours, tu disais se donner 90 jours pour l'onboarding et pour pouvoir vraiment faire voilà, peut-être juger du niveau du sales. Lui, si je dis pas de conneries, dans ce qu'il partage, il dit je donne 30 jours. C'est-à-dire 30 jours, c'est le temps qui est nécessaire pour savoir si c'est si c'est un vendeur ou pas, tu vois. Parce que grosso modo, il explique, lui, il dit quelqu'un qui est un bon vendeur, en 30 jours, peu importe le business et peu importe l'offre, alors évidemment, sur un truc qui marche quand même, bah, tu es en capacité de vendre, tu vois, parce que tu es un bon vendeur et tu es en capacité de t'adapter sur 30 jours. C'est Euh, ça. moi, je vais te donner l'exemple de quand je suis arrivé chez David, il y avait rien qui était en place. Enfin, rien. Je veux dire, pas de pitch, pas de, pas de trame en fait à faire. Et en gros, il y a un webinaire, tu te prends une rafale de call et en fait, faut que tu performes rapidement. Ok. Et donc, là où en fait, pour moi, tu vois vraiment si le mec en fait, il est sales ou pas, c'est quelle est ta maturité commerciale pour t'adapter rapidement à vendre une offre et du coup, en même temps, comprendre le discours du client. Et donc, c'est un très bon test, en fait, pour juste voir la maturité commerciale de la personne. Et donc, les closers qui vont arriver, qui vont te dire, ah, mais attends, moi, j'ai pas de script, attends, il me manque ça, attends, il me manque ça pour aller vendre. C'est que déjà, tu vois, c'est un petit indicateur sur sa maturité commerciale à aller chercher lui-même les informations. Tu peux très bien être bon closer juste avec une page de vente. Moi, j'étais meilleur commercial pendant 4 ans de suite sur la partie vente, crédit et assurance. Je connaissais pas du tout le détail de mes assurances. Par contre, je connaissais par cœur ce que mes clients avaient envie d'entendre. Ouais. C'est ça qui fait, entre guillemets, vendre. Alors, tu ne vends pas n'importe quoi, mais tes clients s'en foutent de ton produit et de ta promesse, entre guillemets. Tes clients, ils viennent acheter parce qu'ils veulent avoir la certitude que derrière, ils vont rentabiliser leur argent. Et qu'est-ce que, dans leur esprit, ils ont besoin d'entendre pour se dire, OK, là, je vais rentabiliser mon argent. Pour moi, un bon sales, il vend pas son produit. Pour moi, en fait, un bon sales, il vend le discours que le client il a envie d'avoir. Ouais, c'est la capacité à savoir communiquer en fait l'offre et les bénéfices de l'offre là pour le client. Et ça, c'est intéressant. Je creuse rapidement là-dessus. Euh, Souvent, on a une bonne offre. Sur le papier, tout est cool. Quand on est infopreneur, on a appris à faire une offre irrésistible. On sait tout faire ces trucs-là. Mais souvent, moi, le problème que je remarque, c'est à quel point on est capable de communiquer cette offre et la valeur de cette offre à ses prospects. Et ce que je remarque, c'est souvent le problème des sales, justement. C'est que, OK, ils ont un bon produit, il y a une bonne offre, etc. Mais comment est-ce que je communique les bénéfices et surtout la valeur de cette offre-là quand je suis en rendez-vous? Et souvent, c'est là que ça coince. C'est pour ça que c'est important de faire des espèces de meet-up très rapides avec l'équipe. Alors, à la fois, moi, je recommande que le marketing pitch le produit aux sales. Et donc, c'est bien, tu vois, genre de le mettre en copywriting, mais ensuite que le marketing, en fait, pitch le produit aux sales, comme si c'était un client. Donc déjà, il y a un exercice qui est particulier parce que le marketing, il n'a pas trop l'habitude de faire l'exercice inverse. Et ensuite, le sales doit valider auprès du CEO ou du marketing, peu importe, ou du head of marketing, le discours.
Déjà pour éviter, comme on l'a déjà dit là, de cramer des leads pour rien. Ouais. Si le sales il est pas capable de, tu sais, genre un peu comme à l'école, quand tu apprends une leçon et ensuite quand tu dois faire une disserte. En gros, juste utilise ce que tu as appris versus copie-colle ce que tu as appris. Et du coup, on le voit beaucoup, les closers qui sortent de formation, te débitent un script. Moi, j'ai pas de script, par exemple, quand je forme mes gens. J'ai pas de script, je leur forme en fait à l'agilité conversationnelle, l'agilité commerciale. Parce qu'en gros, tu dois avoir, ok, peut-être une trame sur ton appel à suivre, mais en gros, c'est quoi les gros blocs par lesquels tu passes pour closer, mais pas ce que tu dois dire. Questionnement, juste écoute active, empathie, le truc classique, tu vois. Mais être capable de rebondir et ensuite de matcher les points importants de ton offre par rapport à ce qu'a besoin ton prospect. J'ai écouté un call d'un closer la semaine dernière. Le mec, le prospect lui dit 15 fois moi, je veux pas cette offre-là, mais par contre, je suis intéressé pour l'autre offre. Hein. Non, mais je vais te montrer quand même pourquoi l'offre est intéressante pour toi. Frère, 15 fois, il lui dit. Et donc, tu dois être capable, en fait, de vraiment donner juste les pièces de contenu de ton pitch qui sont importantes pour ton prospect, pas tout déballer, ton pitch. Euh, je te pose, j'ai des questions qui me viennent en même temps que tu parles et c'est plutôt cool. Bon, je pourrais parler de vente pendant des plombs et des plombs. Hein. C'est quoi selon toi, t'as dit un truc que moi j'adore, c'est j'ai pas de script. Euh, Quels sont les éléments importants plutôt, je vais la faire différemment. Quelles sont les caractéristiques qui sont extrêmement importantes pour être un bon vendeur? Qu'est-ce qu'ont les bons vendeurs que n'ont pas ceux qui galèrent? Alors, on va essayer de sortir des trucs qui sont pas classiques. Je vais dire la répartie. Donc, Ouais. ça, c'est. D'ailleurs, je pense que je vais donner des astuces, pas des, je vais donner des skills qu'il faut regarder aussi sur la partie recrutement. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir le bon point de focus et pas de poser des questions genre c'est quoi ton taux de conversion qui veut rien dire, par exemple. Donc, la répartie, c'est-à-dire le recruteur qui va tendre un piège au closer en entretien de recrutement, quelle est sa capacité, en fait, à rebondir ou réagir dans l'imprévu. Ton prospect qui te sort une objection qui te sort de nulle part, c'est quoi ta capacité en fait à pas flancher et du coup à retourner la situation en ta faveur. Donc la répartie. La partie challenger que du coup j'ai imposé moi dans mon style de vente à la fois à mes clients, dans ma formation ou quand je forme les commerciaux. Il y a un livre qui s'appelle Challenger Sell de Matthew Dixon qui a été écrit genre il y a plusieurs années et qui est encore plus d'actualité aujourd'hui parce que ça te force à avoir une approche particulière sur la vente. Si tu vends ta solution, si tu vends la solution pour laquelle est venu ton prospect, t'as pas vendu. Toi, tu es censé lui créer du doute et lui vendre une autre solution que lui ne pensait pas forcément. Et donc, la capacité de challenger son prospect, remettre en question sa manière de voir les choses, de changer la perspective pardon, et la perception de quelque chose, ça peut se voir en entretien. Ton recruteur qui va dire, bah, genre, vous êtes tout nouveau, vous n'avez pas peur de pas avoir assez d'expérience. C'est quoi ta capacité à changer la perception de la personne et de dire, non, je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, un bon sales, c'est quelqu'un qui est capable de dire non aussi à son prospect. Donc, ça, en fait, la capacité à challenger, pour moi, il y a plusieurs skills derrière, comme euh, la peur du conflit qui est éliminée, l'assertivité, la posture, le leadership, etc. Ça, c'est hyper important. Donc, répartie, mode challenger. Et ensuite, je te dirais ouais, la maturité commerciale. Maturité commerciale, c'est quoi sa capacité à s'adapter rapidement à un produit, à un marché, pour vraiment comprendre les codes et être capable d'aider et d'être support aussi, force de proposition, euh, sur toute la partie produit, livraison, marketing et SEO. Ok. Je te pose une conviction que j'ai personnellement et je serais curieux d'avoir aussi ton retour là-dessus. Moi, personnellement, je sais que quand je vais recruter quelqu'un et quand je vais prendre quelqu'un avec moi dans mon équipe, je fais toujours en sorte qu'elle ait au moins déjà une fois investie dans un programme ou un accompagnement qui soit au moins du tarif de ce qu'on va vendre. Par rapport à sa conviction de je dois investir sur moi-même pour obtenir des résultats. Et jusque-là, j'ai la bonne surprise que systématiquement, c'est des personnes qui derrière vendent bien. Alors, est-ce que ça a un lien direct? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir cette conviction que investir sur soi, c'est-à-dire payer quelque chose, c'est nécessaire, tu vois, d'être convaincu soi-même à 1000%. Tu... Bah, si ton sales, il a du mal avec l'argent, c'est pas Mais bon attends, signe. non, mais c'est chaud, mais il y en C'est a pas bon combien? signe. Ouais. Il y en a combien?
tu vois, qui ont déjà un problème eux-mêmes avec l'argent et qui expliquent aux autres qu'il faut investir. Ça arrive des fois hein, que sur des coachings, le sales il te dit mais en fait même moi, il a dit des fois ils te disent même moi en fait je comprends le prospect parce que même moi j'ai du mal en fait tu vois. J'imagine, Bah t'imagines. là c'est compliqué là. Ouais. Ouais. Et c'est pour moi le critère de conviction, en fait. C'est-à-dire, je suis convaincu qu'il faut investir pour obtenir ces résultats. Bah, s'il est déjà convaincu, en fait, j'ai l'impression que le boulot est déjà fait largement. Et en fait, moi, c'est une raison pour laquelle une grosse partie de mon équipe, donc nous on est 4 aujourd'hui, mais j'ai déjà bossé avec 6 ou 7 personnes, mais j'ai des gens qui restent avec moi depuis 3 4 ans là. C'est des gens qui étaient clients avant, qui avaient déjà investi dans mon programme et qui y croient dur comme fer. Ouais. Et après par contre je vais juste nuancer un petit peu parce que j'aime bien pas ce débat là mais en Ouais. gros c'est pas parce que t'as pas investi 10 000 € dans un programme que t'es pas capable de challenger un prospect pour le faire. C'est pas parce que du coup t'es pas champion NBA que tu ne peux pas coacher des athlètes qui sont champions à leur tour, tu vois. Je crois que c'est Oussama Amar qui le disait. En gros, c'est justement parce que tu es conscient de tes points de douleur et tes limites que tu es capable de coacher les autres en fait à les entre guillemets les dépasser ou à pas les atteindre, tu vois. Ouais. Euh, je suis d'accord avec toi. Mais si on prend l'exemple des entraîneurs qui cartonnent, si on prend l'entraîneur en NBA ou même dans le foot, tu vois, qui cartonnent et qui n'ont pas eu une carrière de footballeur ou de basketteur, etc., tu regardes la proportion par rapport à ceux qui l'ont déjà fait avant et qui sont entraîneurs et qui cartonnent, elle est quand même limitée. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Ça se challenge. Ouais, Ça se challenge, mais quelqu'un qui a l'expérience du truc. Après, ça peut être contre-productif parce qu'en fait, il va être biaisé par sa perception en lui, tu vois. Et donc, du coup, il va pas être ouvert aussi à avoir ouais, une autre approche. Mais et évidemment, ça ira beaucoup plus vite d'expliquer comment toi, tu as fait ton truc. Genre, moi, je vais aller beaucoup plus vite à expliquer à quelqu'un comment performer sur la partie 7 parce que bah, ça fait 10 ans que je suis dedans, tu vois. ouais. Donc, forcément, quand tu sais de quoi tu parles, ça va beaucoup plus vite, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais, et c'est une dernière conviction personnelle, attention, c'est des convictions personnelles et Bien sûr. c'est vraiment des trucs sur lesquels moi, en tout cas, c'est mes propres valeurs et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. J'en ai une autre, c'est l'énergie que la personne dégage. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Euh, mais moi, typiquement, j'ai horreur d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est, tu sais, qui est plan-plan, qui dort debout, qui est juste là en train justement de rédiger, de suivre son petit script de vente, etc. Et pour moi, l'énergie que dégagent les personnes sur des calls, c'est juste primordial, tu vois, parce que les gens, ils vont s'identifier à ces personnes-là, ça va les driver, ça va les motiver, ça va les challenger aussi inconsciemment en disant, bah, putain, ce gars-là, il est ouf, j'ai envie de bosser avec cette entreprise-là, ou j'ai envie de travailler avec eux, j'ai envie d'investir avec eux, tu vois. Et ça, c'est aussi un truc qui pour moi est extrêmement important, c'est l'énergie que le conseiller met en fait dans sa vente. Surtout sur la partie sales. C'est primordial. Tu es censé être leader enfin, de l'échange. Alors quand je dis leader, c'est pas genre en mode je mets dans un coin mon prospect, c'est moi qui drive de A à Z. Mais par contre, tu es censé en fait être capable de diriger, contrôler, comme tu l'as déjà dit, toi tu l'appelles l'énergie, moi je l'appelle le flow de la Ok. conversation. Donc c'est comme un tango. Je dois en fait être capable à un moment donné d'accélérer. Ensuite, je dois être capable de redonner la main à mon prospect, de la reprendre. Et c'est vraiment une danse sur différentes séquences. Et là, pour le coup, pas tout le monde est fait pour ça. Parce que bah ouais, ça te demande vraiment une posture et une attitude qui va être particulière, encore plus sur certaines industries. Tu prends du B2B grand compte, par exemple, bah, un closer qui aura tout le temps évolué sur de la vente de coaching transformationnel, il va se taper un coach grand compte qui va pas parler chinois et qui va vraiment avoir besoin que du factuel, va se faire démonter parce que la posture est pas du tout le même. Donc tu dois en fait être toujours capable de garder cette énergie-là. Et si on ne prend que la partie call, faire par exemple, je sais pas, 50 ou 80 call en 1 heure, bon, il te faut du peps quand même, tu vois. Donc si derrière, en fait, t'es un peu plan-plan et que t'as du mal à aller chercher la résilience commerciale, c'est compliqué là. Ouais, c'est compliqué. Ce que j'aime bien avec toi, Julien, c'est que quand on discute avec toi, t'es pas le gars qui vend le closing comme recette magique, comme on voit partout. En fait, il y a vraiment de la réalité de terrain, il y a les retours d'expérience, et c'est quand même cool de voir ça parce que je connais plein de monde qui vendent du closing à tout le monde, à tire-larigot, etc. Et c'est cool d'avoir des personnes qui disent, tu vois, la vérité sur le métier. Oui, c'est un métier où on peut gagner beaucoup d'argent, mais c'est aussi un travail, tu vois. C'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, et ça j'ai trop kiffé, c'est pas juste un complément de revenu. Clairement, c'est un Moi, tu travail. sais que j'ai failli ne pas y aller dans le closing. Moi, c'est au début, bon, je suis transparent, mais moi, je critiquais les closers. J'ai dit, attends, regarde-moi ces gonzes qui se disent commerciaux. Du coup, ils font que prendre des calls.
moi, je sortais de 8 ans à me faire 70 calls dans une journée, 40 clients en face à face, et ça 5 ou 6 fois par jour, enfin 6 fois par semaine. Donc je pense qu'en une semaine, je devais avoir pris peut-être le triple de ce qu'eux ils ont dû faire en un quarter. Ouais. Et pour moi, c'est pas ça du sales. T'as une base de données qui est potentiellement vieille de 3-4 ans. Tu les appelles, les gonzes ils sont venus juste acheter une carte de fidélité pour avoir 10% sur des slips. Toi, tu dois les appeler pour voir s'ils n'ont pas un projet d'acheter une voiture ou un truc comme ça. Ça, c'est du commercial. Voilà, c'est pas ton calendrier plan-plan qui tombe tout seul, quoi. Ouais, c'est clair, mais c'est la réalité et c'est chiant, c'est que sur Internet, tu vas voir toutes ces pubs passer, etc. J'ai rien contre les mecs, c'est du business, ils vendent ce qu'ils veulent aux gens, enfin bref, c'est du marketing, etc. Mais c'est en dehors des vraies réalités du terrain et en fait, nous en tant qu'infopreneurs, on peut pas recruter des gens comme ça qui arrivent de ces formations-là parce qu'on perd trop d'argent, on perd trop d'énergie avec ces gens-là et puis voilà, c'est vrai que c'est une réalité, c'est un métier, d'accord, qui demande de travailler du matin jusqu'au soir, oui, peut-être avec un ordinateur et un téléphone, mais qui demande à travailler des leads, des prospects, de s'interroger, de se remettre en question chaque semaine, de s'améliorer, d'être force de proposition, de créer une relation avec ses prospects, de jamais les lâcher, toutes ces choses-là, et ça, on le dit pas assez, en fait. Moi, je comprends pas comment à vous dire confrères font pour continuer à former autant de personnes tous les mois en tant que closer, alors que derrière la demande, elle est en baisse, quoi. Mais c'est Donc, surtout qu'on n'en veut plus. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on en veut. Enfin, là, moi, je sais que j'ai pas peur de le dire parce que déjà, je veux plus de closer, mais je sais que je vais pas être le seul à être épuisé par ce système, tu vois. Tous les infopreneurs qui ont des activités qui tournent déjà, qui vont tester les closers qui sortent de formation, vont te dire, je ne peux pas tourner avec ce type de closer-là. Il y a besoin d'autre chose, en fait. et qu'est-ce que vous voulez? Bah, clairement, c'est déjà des gens qui comprennent qu'est-ce que c'est que le métier. Alors, est-ce qu'il y aura besoin de faire du setting à l'avenir? Oui, c'est une évidence. Quand tu vois aux États-Unis le fonctionnement, par exemple, aujourd'hui, le rôle de setter est prépondérant. Il est même obligatoire aujourd'hui pour n'importe quel business en ligne. Donc, setter, déjà, toi-même, tu le sais, ça va arriver en bombe dans les années, dans les mois à venir. Même pas, c'est une question de semaines, tu vois. Le rôle de setter, c'est en amont de la vente, qu'est-ce qui se passe et comment on arrive à générer des calls qualifiés, etc. Après, simplement, le vrai métier de commercial, je pense qu'il va revenir à la charge. C'est-à-dire, OK, j'ai eu un lead, un appel ou un rendez-vous, je l'ai signé, bah, génial, tant mieux, je fais mon onboarding, je le fais démarrer, c'est parfait, mais souvent, c'est pas ce qui se passe. Souvent, on a besoin de faire un follow-up, de faire un suivi et de travailler son prospect sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois et quelques années, en fait. Et c'est ça le boulot de commercial. Comme tu le disais, c'est être capacité de prendre une liste et de travailler son prospect jusqu'à qu'il achète et le faire intelligemment. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est des personnes qui comprennent juste le métier de commercial. Et je pense que le métier de commercial d'avant, c'est-à-dire les vrais commerciaux qui travaillent leur lead, etc., va revenir. Et en fait, il n'y aura que de la place pour ces gens-là. Parce que c'est eux qui ont une vraie plus-value pour nous, infopreneurs. Moi, je l'ai dit dans un mastermind il y a 1 ou 2 ans. J'ai dit en fait, ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'en fait, les closers, c'était il y a 2 ans, j'ai dit les closers, du coup, ça va s'essouffler. Parce qu'en fait, les gens ont compris que du coup, c'était pas suffisant. Donc, quand je dis les gens, c'était les CEO, ont compris que c'était pas suffisant. Donc, ensuite, il va y avoir une autre hausse du coup d'un truc qui va s'appeler, du coup, j'avais pas le mot setter, mais un autre truc un peu délirant en mode bon bah ça y est, on fait plus de closing, du coup on fait aussi la prospection. Et ensuite, on va enfin arriver à un truc qui est normal. On va parler de commercial. Vous faites les deux, c'est tout. Point à la ligne. Moi, ça me permet en tant que CEO de gagner du temps sur mon recrutement, mes équipes. Au lieu d'en avoir 15 000, en fait, j'en ai un, mais qui fait les deux. Ok. Et ensuite, du coup, on a vraiment des enjeux. Bon, bah, mon sales, en fait, il est fatigué parce qu'il fait les deux. Mais vaut mieux que ton sales, il soit fatigué parce qu'il travaille, que du Ouais, coup, il soit juste fatigué parce qu'en fait, il se crame à juste prendre des leads et que derrière, en fait, ça convertit pas non plus, quoi. ouais, Donc, très clairement. bien si on arrive là-dessus et c'est pas plus mal. Bah, c'est logique. Et puis après, c'est ce qui se fait déjà aux États-Unis, hein. Ils ont tous pivoté un peu sous ces modèles-là. Maintenant, voilà, il y a tout, hein, mais c'est davantage de setters et des closers. Mais généralement, c'est des gens qui sont en capacité de jongler sur ces deux rôles-là, notamment sur des business de taille moyenne, comme le mien, par exemple. Et après, sur des gros, gros business, ils peuvent vraiment séparer la partie setter et la partie closer. Mais voilà, il y a un travail et le métier va évoluer en bien parce que de toute façon, il va falloir faire une différence comme ça. Moi, je te prends des exemples. Chez moi, aujourd'hui, euh, la conseillère qui vend le plus, c'est parce qu'elle sait vraiment faire le travail de commercial. C'est inné, tu vois. OK, j'ai eu un prospect, merci Lohan, mais moi, je vais le travailler jusqu'à que soit il me dise non, soit que je lui enverrai le nombre de témoignages qu'il faudra, tu vois, pour le saouler et qu'il achète, tu vois. Et c'est ça qu'on demande.
pour moi, le taf qui est trop sous-coté encore et qu'on n'en parle pas assez, je suis quasiment, je le dis là d'ailleurs, quasiment sûr qu'il va y avoir une formation qui va sortir pour devenir account manager. Et pour moi, en fait, ça, c'est un vrai, c'est celui qui a de la valeur. C'est-à-dire, en fait, ton sales, en fait, il va te ramener ton prospect, tu vas le closer. Et en gros, ton account manager, il est censé faire du cross-sell et de l'upsell aussi en interne, avec la garantie de la livraison derrière. Mais c'est un vrai taf. Et c'est hyper important parce que c'est ces gens-là aussi qui viennent en fait t'aider en fait à développer ton business. Le business le plus simple, il est déjà dans les clients. Bien sûr, c'est augmentes ta LTV et tu revends aux existants. Bien sûr. C'est quoi la différence? Parce que c'est vrai que le account manager, moi, je le connais pas. Moi, je vais appeler ça responsable du succès client. Je pense, ouais, je pense que c'est un peu ça, mais plus avec une posture commerciale. Ok. Donc, tu vois, par exemple, les responsables du succès. C'est clairement, je suis en train de faire ça en ce moment. Bah, donc voilà, donc les responsables du succès client, dans l'idéal, c'est bien si en fait, pour les personnes qui vont en recruter, ils arrivent en fait à intégrer ou à voir s'il n'y a pas une fibre commerciale quand même derrière. Parce que du coup, c'est mieux que que ta CSM, elle soit à l'aise avec le fait de proposer du cross-sell, de l'upsell. Et est-ce que c'est plus facile en fait, vu qu'elle a déjà nurturé en fait ton client en interne, c'est beaucoup plus simple, tu vois, d'aller cross-sell, upsell derrière. Et le coût de transformation, enfin le ROI derrière, il est juste bah, parfait. T'as rien dépensé. Ouais, c'est ouf. Écoute, c'est vraiment ce dans quoi je suis en ce moment. Mais vraiment, tu vois, ce matin, je m'en sors de réunion, c'est ça. C'est de continuer à créer la relation commerciale avec nos clients existants pour fidéliser, en fait. C'est vraiment Ouais. ça le sujet. Donc, chez Là, nous. tu vois, j'ai des startups qui sont plutôt SMB, qui tournent entre 1 et 2 millions et qui font face à des enjeux marché sur lesquels le marché micro, local entre guillemets, est un peu en difficulté. Donc, ils ont une difficulté d'acquisition. Et en fait, quand tu leur poses la question, il n'y a rien qui a été fait pour nurturer les clients déjà existants. Et au lieu de te casser la tête en fait à faire de la traction sur du nouveau, bah, va exploiter les leads qui sont genre à mi-parcours de ton accompagnement, voire à fin parcours, pour aller les transformer, tu vois. Ouais, clairement. Ça, c'est aussi une méconnaissance stratégique du business de manière générale, parce qu'en fait, il n'y a personne qui se focus sur la LTV et sur revendre aux clients existants. Enfin, très peu de personnes dans ce que j'observe. Et l'indicateur pour moi numéro un, alors j'ai sorti une stat là d'ailleurs qui est en réel et que j'ai posté un peu partout, qui marche plutôt bien, mais l'indicateur pour moi aussi un peu d'activité commerciale à regarder, c'est le nombre de follow-up. Combien de follow-up ont été faits par tes sales dans la journée ou dans la semaine pour relancer juste tout simplement ton pipe. Le nombre de clients dans un pipe commercial qui sont pas exploités, c'est abusé. Moi, je sais que personnellement, quand je dis aux gens le nombre de points de contact follow-up qu'on fait sur chacun des clients, ils tombent à la renverse. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'en a même pas assez. Nous, on en fait 14 points de contact sur les 21 jours qui suivent le premier appel. De closing ou d'onboarding? Closing. Closing. Ah, toi, tu parlais follow-up une fois client. Non, moi je parlais follow-up avant d'être client et puis pendant qu'il est client aussi. Ok, bah nous, on fait 14 points de contact déjà. Et tu vois, et Que, j'estime que c'est pas assez. que sales, du coup, où tu as le marketing qui envoie des mails, etc. dedans. Que sales. Après, bien sûr, qui prennent également le marketing de manière générale avec les emails, les campagnes d'emails, les créations de contenu qui sortent également. Ça, je le considère également comme du follow-up. Mais le follow-up fait par le sales, on a 14 points de contact. Bah, au moins c'est bien verrouillé, quoi. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, grâce à ça, évidemment, on double nos ventes, comme par hasard. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que je me rends compte que c'est même pas encore suffisant et qu'on doit aller au-delà de ces 21 jours parce qu'on arrive à récupérer, quand on fait d'autres actions au-delà de ces 14 jours, on arrive à récupérer du monde. Notamment un truc qui marche très très bien chez nous, c'est d'envoyer des petits témoignages tous les 15 jours. Ouais, super important, ouais. Ouais. Donc c'est cool, on a passé pas mal de choses. Est-ce que tu as un conseil à donner? Parce qu'en vrai, je sais que tu es le plus pertinent sur ce sujet-là de toutes les personnes que je vais pouvoir interviewer sur ce podcast-là. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui aujourd'hui délègue la vente à d'autres personnes ou songe à déléguer la vente à d'autres personnes? Et quel conseil tu donnerais pour que ça se passe le mieux possible? Alors déjà, le premier conseil que je vais donner, c'est faites appel à moi. Ouais. Non, mais en plus, bref. Voilà. Et le deuxième, ensuite, c'est mettez de côté votre ego et faites les choses carrées. C'est-à-dire, comme on disait au début, si vous n'avez jamais vendu ou que vous n'avez pas de standard, vous avez le droit de recruter. Par contre, ne soyez pas trop exigeant. Vous n'avez pas de standard.
Donc, si vous déléguez pour la première fois, il va y avoir une période de chaos. C'est normal, il faut l'accepter. Okay. Et ensuite, si vous déléguez, c'est important d'être data-driven et donc de regarder les bons KPI de votre sales team et d'analyser. Pas juste d'être dans l'affect et dans l'émotionnel, en mode, bon, bah, ça close pas comme ce que j'aimerais, mais d'aller vraiment mettre le nez dedans. Et ça, c'est un vrai travail. C'est pour ça que du coup, on a du beau boulot en ce qui nous concerne avec l'agence, parce que du coup, ça demande vraiment avoir une bonne expérience et expertise commerciale pour regarder et ensuite, du coup, analyser. Et ensuite, de faire le matching avec les autres pôles. Par exemple, le pôle marketing, le pôle livraison. Donc vraiment data-driven, pour moi, c'est la nouvelle, c'est ce qui va vraiment être crucial pour la partie sales sur les années qui vont venir. Vraiment data-driven pour être vraiment capable de repérer où est-ce qu'on peut aller chercher les millimètres supplémentaires pour vendre encore plus. Dernière question pour toi qui viendra compléter ta réponse, mais où est-ce qu'on doit chercher de bons commerciaux? Chez moi, encore. Mais, non, mais, et j'aurais envie de te dire, pas dans l'infoprenariat. Et faut aller les chercher. Il faut aller les chercher sur LinkedIn. Il y a de vraies pépites. Sur Malte aussi, t'as de bons sur Malte et sur LinkedIn. Et de pas chercher des closers, chercher plutôt des BizDev, des SDR et des gens qui ont compris que la vente c'était tout un cycle de vente et pas juste un appel. Voilà. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que les bons vendeurs et les bons commerciaux généralement sont déjà en poste quelque part? Je suis d'accord avec ça. Je pense que ça va être de plus en plus difficile pour des business qui n'ont pas eu de e-player d'en avoir. Donc votre job, ça va pas être de comment je fais pour recruter un player. Pour moi, ton job en fait maintenant, c'est comment tu transformes tes sales en e-player. Il faut les transformer. Et donc du coup, pareil, on a du beau boulot avec notre agence pour aider en fait les business à les coacher et à les former parce que encore une fois, de monter en compétence un sales, bah ça demande vraiment une approche et une expertise particulière. Tu as de très bons formateurs closers de très bons closers pardon, qui sont très nuls pour faire. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup Julien pour ce moment. On arrive à la fin de l'épisode, on a écoulé notre temps. On a pu parler encore 2 heures là. Encore plus, je pense qu'on peut faire 2 jours, mais on refera quelque chose à l'occasion parce qu'il y a trop de sujets sur lesquels on peut encore aborder. Puis on est peut-être passé un peu vite sur certains, mais si tu acceptes mon invitation, hyper chaud pour refaire un épisode prochainement. Trop bien. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent voir un petit peu ce que tu fais, peut-être connecter avec toi ou partout, parce que si vous êtes sales, vous devez être partout. Donc je suis partout. Je suis sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Voilà, donc sur tous les réseaux, vous pouvez me suivre sur celui qui vous inspire le plus. Et le site sur lequel en tout cas voir ou nous contacter, c'est thesalesnation.fr ou .io, les deux marchent. Et si tu as un dernier truc que tu aimerais partager, alors que ce soit des gens qui nous écoutent, qui pensent ou qui songent à être closer, ou des infopreneurs qui ont un business qui tourne, etc. C'est quoi, de manière générale, le conseil entrepreneurial que tu aurais à prodiguer là aujourd'hui, ou un truc, une phrase qui t'a servi, ou le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce que tu as un truc qui te vient et terminer sur une petite punchline? Je sais que tu en as en réserve. Je vais citer mon mentor Massi, donc de Stratco. Et je vais te dire no ego for bingo. Parfait. Pas d'ego pour le bingo. Si vous voulez chercher le bingo, mettez de côté votre ego. Écoute, merci encore. Merci pour ton temps, Julien. Et puis, merci à toi, Lohan. Merci à toi. Bye. Salut.